David est marin-pêcheur. Il passe ses journées en mer pour oublier l'horreur de ces derniers mois. Sa vie a été bouleversée il y a 1 an. Sa femme Emmanuelle était infirmière à l'hôpital du Havre dans un service de nouveau-nés. Emmanuelle, c'était surtout une infirmière hyper consciencieuse. Déjà dans ses livres intimes, quand elle était toute jeune, elle mettait tellement « je rêverais tellement d'être infirmière ». Donc tellement que c'était dans sa tête un sacerdoce, quoi. Emmanuel, même qu'il a un bébé, il aurait pu lui manquer un bras, il pouvait lui manquer n'importe quoi, ou il est tout petit ou tout gros. Mais à chaque fois qu'il y avait un bébé, c'était magnifique, il était beau. Il était beau. Elle était émerveillée avec l'apparition d'un bébé, quoi. Il y a 1 an, Emmanuelle s'est suicidée. C'est un matin d'été du mois de juin. La jeune femme est en congé ce jour-là. Elle sait que dans quelques jours, il lui faudra retourner au travail, mais elle ne s'en sent pas capable. Alors, elle décide de se réfugier dans le petit appartement que le couple a acheté au Havre. Elle s'assoit par terre, allume une cigarette et prend le temps d'écrire une longue lettre que David retrouvera près d'elle. Emmanuelle, 44 ans, laisse derrière elle 2 enfants de 10 ans et 17 ans. Mon amour, tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée et qui m'ait donné envie d'avoir des enfants. Je vous aime très fort. Donc ça, c'était pour nous. Puis après, tout ce qui arrive n'a rien à voir avec vous. Je pense que je n'ai pas le droit à tout ce bonheur. Sur ma dernière nuit, j'ai transféré une petite fille en réa. Son état s'est dégradé. Au cours de la nuit, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais j'ai le sentiment que j'ai fait quelque chose de grave. Et je ne peux plus vivre avec l'idée que j'ai détruit une famille qui avait elle aussi le droit au bonheur. David, protège les enfants, trouve quelqu'un qui saura s'occuper de vous et vous aimer. Je veillerai sur vous. Pardonnez-moi, maman. Au cours de la nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai le sentiment que j'ai fait quelque chose de grave. Donc là, je pense que dans sa tête, ça a dû s'accélérer. Elle aussi bien, elle s'est dit, j'ai fait une erreur de dosage ou je l'ai transporté trop tard. Enfin, on ne saura pas ce qui s'est passé, mais il y a forcément quelque chose là-dedans. Il y a eu un moment où ça a été la panique, quoi. C'est la panique, et elle est rentrée avec ça, et puis je pense qu'après, ça ne l'a plus quittée, quoi. À l'hôpital du Havre, cette nuit-là, Emmanuelle Lebrun est de garde au service de réanimation pédiatrique. Une petite fille en détresse respiratoire arrive. Elle est la seule infirmière, c'est à elle de la prendre en charge. Au fur et à mesure des soins, le rythme cardiaque du bébé diminue. Paniquée, la jeune femme pense avoir commis une erreur. C'est pour cela qu'elle mettra fin à ses jours. Là, on n'a pas le contact des bébés, c'est que des bébés sous couveuse, c'est que des gros prématurés, c'est que des bip-bip, ils sont gérés par l'électronique. Et ça, c'est un gros stress pour elle. Et le problème, surtout, c'est que il peut y avoir le décès d'un bébé, quoi. Et je pense que sur certains agents, dont Emmanuelle, c'était inconcevable qu'elle puisse avoir un bébé qui meurt dans son service, quoi. Le bébé n'est pas mort, aucune erreur n'aurait été commise. Pourtant, ce suicide n'est pas un accident. La jeune femme n'aurait pas dû travailler ce soir-là au service de réanimation. Elle a toujours demandé à ne pas aller dans ce service, mais elle n'a pas eu le choix. Ces évaluations annuelles de l'infirmière par l'hôpital le prouvent. Il y est écrit noir sur blanc qu'elle n'a pas le profil pour travailler en réanimation, même si elle y a déjà fait un stage il y a très longtemps. Passage en réanimation difficile sur l'organisation et situation d'urgence, stress. À l'époque, l'évaluation déconseille de l'affecter en réanimation. Pas de réa. Alors, pourquoi y est-elle envoyée ce soir-là? La réponse tient dans une restructuration à laquelle se livre alors l'hôpital du Havre. Depuis mars 2016, pour faire des économies, on impose aux infirmières d'être polyvalentes. Quel que soit leur désir ou leur profil, elles peuvent être affectées dans n'importe quel service. Ce soir-là, il manque une infirmière au service réanimation. C'est Emmanuelle qui la remplace. La direction est au courant du risque qu'elle encourt. Voilà le compte-rendu de son dernier entretien d'évaluation, 20 jours seulement avant son suicide.
C'est marqué « Résultats professionnels obtenus, fait marquant de l'année écoulée ». Réorganisation des effectifs, d'où des remplacements à effectuer en réa néonat, ce qui déstabilise des agents qui éprouvent des difficultés à y travailler, dont Madame Lebrun. Pour David, ce suicide est un accident du travail. C'est la restructuration du service qui en est responsable. C'est à nous de nous battre et puis pour démontrer vraiment que le suicide d'Emmanuel, ça vient vraiment de l'hôpital, quoi. Parce que nous ici, on ne comprend pas pourquoi ça a pu arriver, quoi. Moi, je voudrais que ça soit reconnu accident du travail pour mes enfants, quoi. Pour qu'on puisse dire, vos mamans, elle est décédée à cause du travail. C'est à cause du travail qu'elle est décédée. Parce que sinon, ils ne comprennent pas pourquoi maman elle a fait ça. Ils ne comprennent pas, maman elle est partie, maman tout allait bien dans la famille. Un mois après, on devait partir en vacances, tout ça, tout. Et puis du jour au lendemain, maman elle n'est plus là, quoi. Nous appelons la directrice de l'hôpital du Havre pour lui demander un rendez-vous et nous recevons ce mail. La direction du groupe hospitalier du Havre ne souhaite pas donner suite à votre demande de reportage. Pourtant, la direction reconnaît dans un courrier que le suicide d'Emmanuel est lié au travail. Le décès de Madame Lebrun-Emmanuel est reconnu comme imputable au service. 1 an après, les collègues d'Emmanuel sont toujours bouleversés. 1 an après, rien n'a changé dans le service. Elles sont toujours obligées de tourner dans tous les secteurs, y compris en réanimation. Aujourd'hui, on ne nous laisse pas le choix, sinon on nous demande de partir. Avant, une nouvelle personne arrivait dans le service, elle était doublée pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, elle faisait le bilan avec les médecins et avec sa cadre en disant « oui, je veux bien rester, non, je ne veux pas rester ». Et là, on l'écoutait. Aujourd'hui, comme c'est une question d'argent, quand il manque du monde en réanimation, eh ben, on prend dans les secteurs d'à côté, tout simplement. On met des noms sur un papier. Quand il y a un arrêt, quand il y a 2 arrêts, on va chercher les noms, on déplace des pions. Et c'est ce qu'on ressent, c'est terrible. On le sait qu'on est des pions. On l'a toujours été, mais il manque le côté humain, le côté respectueux de la chose. Depuis, la direction de l'hôpital a lancé un audit interne dans le service. Comme au Havre, de nombreux soignants se sont suicidés dans les hôpitaux en France. Aucun chiffre officiel, mais d'après nos informations, il y aurait eu 15 suicides liés au travail depuis juin 2016, plus d'1 par mois. L'hôpital est-il en état d'urgence? Pourquoi des milliers de blouses blanches descendent-elles dans la rue pour crier leur colère? Pourquoi, depuis quelques années, les taux d'absentéisme explosent-ils à l'hôpital public? Plus 32% en 8 ans. Nous avons répertorié les grèves dans les hôpitaux depuis janvier 2017. Au total, plus de 130 services ont cessé le travail, toutes spécialités confondues, dans toutes les régions de France. L'hôpital est en train de se transformer en entreprise. Il subit ces contraintes de rentabilité, de pression économique et industrielle. Pour faire face au déficit de la sécurité sociale, près de 6 milliards d'euros, l'État impose à ce service public d'être géré comme une entreprise privée. Notre enquête débute à Toulouse, un hôpital d'excellence. Avec près de 3000 lits, des services de pointe dans tous les secteurs, c'est un des plus grands hôpitaux de France. Toulouse, c'est aussi un hôpital réputé pour être un des plus performants. Depuis 1998, il est toujours classé dans les 3 premiers au palmarès du magazine Le Point. Il est même premier pour certaines activités comme le traitement des accidents cardiovasculaires cérébraux. Mais dans cet hôpital, l'été 2016, 4 membres du personnel se sont suicidés. Depuis quelques années, l'hôpital court après la réduction de son déficit. Et pour cela, comme une entreprise, il a durci ses méthodes de management. Nous avons été alertés par une infirmière du service gériatrie. Dans ce service, plus qu'ailleurs, il est très difficile d'obtenir des témoignages. Les soignants ont honte quand ils en viennent parfois à maltraiter leurs patients. Cette infirmière travaille ici depuis 8 ans.
On nous enseigne qu'il faut respecter la pudeur de la patiente ou du patient, peu importe. C'est-à-dire mettre la serviette sur les parties intimes, pour les femmes sur la poitrine. Puis quand on arrive dans une structure, vous savez que vous devez faire vite. Vous mettez au moins les serviettes. Il y a 3 patients dans une même chambre, vous mettez la serviette. Voilà, histoire de respecter par rapport au voisin, la pudeur. Puis vous avez la collègue qui vous dit non mais là, si tu fais comme ça, on ne va pas avancer. Hein. Et elle m'enlève les serviettes, tu prends le gant, tu prends un gant, tu nettoies du visage jusqu'aux pieds, tu changes de gant, tu rinces, et après tu retournes et tu fais la même chose derrière. Hein. Sinon on n'avance pas. Hein. Et là vous voyez la patiente qui vous regarde et vous la regardez et vous dites je suis désolée mais je suis obligée de faire comme ça quoi. On est là, le chrono à la main, à faire 12 toilettes en 2h45. Moi, je vous mets au défi, sur des personnes à mobilité réduite, d'arriver à faire 12 toilettes en 2h45. Cela fait 13 minutes par patient. À cause de cette pression et de cette course à la rentabilité, l'infirmière avoue qu'elle a dérapé. C'est aussi des mots, des phrases que j'ai prononcées et j'ai baissé. Mais j'étais tellement débordée que en fait, je me suis rendu compte après coup que ben voilà, que j'ai été violente. C'est détruire les gens. On nous transforme en robots. Alors qu'on essaye d'humaniser au plus possible les robots qui sont en train d'être créés, on nous robotise à nous. On doit faire tant d'actes dans la journée pour que ça soit rentable. On ne doit pas consommer trop de draps, parce que sinon c'est un surcoût. Les gants, on doit en utiliser une certaine quantité, on ne doit pas en utiliser trop. Sinon, c'est pas bon. Quelles méthodes de management sont appliquées pour en arriver à de telles dérives? Première étape de notre enquête, le service de communication. Nous demandons à filmer dans l'hôpital, à plusieurs reprises, sans succès. Après avoir fait le tour un peu des services concernés qu'on avait évoqués ensemble, donc je vous informe que nous avons décidé de ne pas donner suite à votre proposition. Merci. Nous ne sommes pas les seuls à nous heurter à un mur. Même les experts, mandatés par le ministère du Travail, ont le plus grand mal à obtenir des informations. C'est ce que confesse Jean-Claude Vasselet, 40 ans d'expérience, plus de 120 expertises à son actif, notamment à Toulouse. C'est je donne pas les documents, ou je les donne avec retard, ou je donne des documents plus ou moins tronqués, ou des choses comme ça. Bon, je mets la pression sur les cadres pour qu'elles mettent elles-mêmes la pression sur les soignants pour que les soignants ne nous parlent pas. Voilà. Ce qui leur fait peur, c'est qu'on ouvre la boîte de Pandore. Pour cet expert, la boîte de Pandore, ce sont les méthodes de management. L'an dernier, à la demande des organisations syndicales, un des plus grands cabinets d'expertise français a publié un rapport sévère. Le management y est tour à tour qualifié de délétère, déficient, trop autoritaire. L'expert dénonce une pression sur le personnel pour en faire toujours plus. Ça consiste à faire en sorte que, au détour d'une absence, par exemple dans une équipe, on dise aux agents, écoutez, réunissez-vous, discutez entre vous, organisez-vous de manière à pallier cette absence, parce que vous comprenez, l'hôpital n'a plus les moyens de remplacer, donc on ne remplacera pas, donc débrouillez-vous pour que ça marche. Les agents, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réunissent, ils discutent et ils pallient. Et puis une fois que tout ça s'est passé, c'est rentré dans l'ordre, on ne leur dit pas comme ça, mais vous voyez bien que vous êtes capable de travailler à -1. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin. Et c'est un cycle infernal dans lequel on plonge les agents en les culpabilisant quelque part. Parce que si elles n'y arrivent pas, c'est de leur faute.
Donc on est sur des processus managériaux qui sont extrêmement pervers, très culpabilisants. Le rapport constate une augmentation du volume de patients au détriment du temps passé avec chaque patient. Il pointe du doigt Une industrialisation des organisations de travail. à l'hôpital de Toulouse, les soignants seraient devenus des ouvriers de la santé. On est sur des méthodes de management qui proviennent de l'industrie, qui proviennent Toyota ou d'autres, hein, qui sont adaptés, qu'on essaye d'adapter à l'hôpital, mais dans un seul objectif, qu'on obtienne des gains de productivité de plus en plus élevés, quoi. Derrière cette pression, il y aurait des méthodes inspirées de l'industrie automobile. En réalité, elles remontent aux usines Ford au début des années 1900. L'objectif, c'était de morceler les tâches de chaque ouvrier sur la chaîne pour être plus productif et créer ainsi plus de voitures en moins de temps. Toyota s'en est inspiré dans les années 70 et a mis en place une nouvelle organisation du travail. La recette est donc japonaise. Elle s'appelle le Lean Management. Les Japonais parlent de Muda, Muri, Mura, pour désigner une seule idée, lutter contre le gaspillage. À l'hôpital, on réduit toutes les activités qui ne rapportent pas directement de l'argent, comme par exemple prendre le temps de parler aux patients ou parler de l'état d'un malade. Le personnel a l'impression de travailler à la chaîne comme des robots. Ce Lean Management, Julien Terrier le dénonce. La CGT est persuadée que ces méthodes ne sont pas adaptées à l'hôpital. C'est de faire optimiser les organisations de travail pour faire baisser les temps morts. Tous les temps morts dans toutes les tâches doivent être diminués. Et qu'est-ce que c'est les temps morts dans les soins? C'est le relationnel. C'est quelque chose qui n'est pas quantifié, qui n'est pas facturé. Parce qu'en fait, maintenant, on ne marche qu'en facturation. Quand on fait une prise de sang, elle est facturée. Quand on fait un pansement, il est facturé. Par contre, expliquer un soin à un patient, c'est pas facturé. Prendre du temps à quelqu'un qui est en pleurs et qui est tout seul et qui comprend pas ce qui lui arrive, c'est pas facturé. Pour comprendre, il faut savoir qu'un hôpital est financé par la sécurité sociale en fonction des soins médicaux qu'il prodigue. C'est ce que l'on appelle la tarification à l'activité, la T2A. Chaque maladie a un prix, fixé par l'État et publié au journal officiel. Par exemple, une otite moyenne de niveau 1 est facturée 619 €. Une grippe, selon sa gravité, entre 651 et 2722 €. Que vous restiez 8, 10 ou 20 jours hospitalisés, le prix facturé est quasiment le même. D'où l'intérêt pour l'hôpital d'aller le plus vite possible avec chaque malade. En 2013, l'hôpital de Toulouse organise une conférence sur le Lean Management. Son titre est explicite « Comment déployer des pratiques industrielles à l'hôpital pour le bien-être de tous ?» Jacques Giron, radiologue et spécialiste du thorax en France, participait à cette réunion en 2013. Depuis ses débuts, il y a 30 ans à l'hôpital de Toulouse, il a vu évoluer les méthodes de management. Il dénonce les objectifs de performance qu'on lui impose comme au reste de l'hôpital. Le débit. Encore plus vite, encore plus vite. Tu fais 10 scanners à l'heure, il faut en faire 11. Voilà. Et donc on fait se presser tout le monde, le malade, le personnel, le manipulateur, la SH, tout le monde. C'est une vision hyper capitaliste, hein, au fond des choses. Plus j'en fais, plus ça marche. Et pas pour le malade. Le malade, des fois, il faut le temps, il faut qu'il respire, il faut qu'il regarde, qu'il comprenne. C'était très humain, ça. Mais ça, on l'a supprimé. Tout ça pour aller vite, les cadences. Le lean management dont on parlait au départ. Ces méthodes ne sont pas sans conséquences. Nous nous sommes intéressés à ce service de l'hôpital de Toulouse, l'hôpital des enfants, et particulièrement à son bloc opératoire. Chaque année, plus de 30 000 enfants y sont hospitalisés. Ce qui nous alerte,
C'est un rapport confidentiel demandé par le comité d'hygiène et de sécurité de l'hôpital. Il est titré « Expertise risque grave ». On y lit « L'organisation médicale, telle qu'elle se déploie actuellement au bloc pédiatrique, est source d'un certain nombre de dysfonctionnements. » Un des infirmiers qui travaille depuis 7 ans dans ce bloc a accepté de nous parler. Selon lui, les conditions de travail sont problématiques. C'est à la chaîne dans le sens où le premier patient doit être en salle pour 8 h du matin. Le deuxième patient doit être en salle pour 8 h 30. Si le premier patient est en salle de 8 h à 8 h 20, il faut que dans une autre salle, le deuxième patient soit déjà en train de dormir pour que les chirurgiens puissent opérer à 8 h 30. Ben nous, dans la mesure où on est déjà sur la chirurgie, que la chirurgie dure un peu plus longtemps, ben l'enfant il va rester en salle d'opération, se prendre des produits anesthésiques pendant un peu plus longtemps que prévu, et en fait avoir un temps de réveil qui va être plus long, des doses de morphine qui vont être un peu plus élevées, et ainsi de suite en fait. Et du coup, c'est moins bon pour le patient aussi d'avoir ça, d'avoir plus d'anesthésie, ben oui. plus... Oui, une anesthésie générale, oui. Selon lui, il y a des doses d'anesthésiques plus fortes parfois que nécessaire, mais aussi des cadences de travail trop rapides. On n'a pas forcément le temps de vérifier le matériel qui est disponible, le matériel dont on a besoin pour opérer. Et une fois, ça m'est arrivé, on a commencé à opérer et on n'avait pas le matériel adéquat pour opérer l'enfant. Donc moi, je me suis senti en difficulté parce que c'était de mon ressort et je n'ai pas eu le temps de le faire ni la possibilité de le faire. Entre stress, rythme de travail accéléré et exigence du poste, les infirmiers expérimentés quittent le service. Le bloc l'enfant, le niveau d'experts comme ils appellent, des gens qui savent tout faire et qui peuvent former leurs collègues, etc. Avant, tout le monde savait à peu près, il n'y avait pas beaucoup de turnover dans ce service, etc. Et là, ils n'ont que 30% du personnel qui sait faire tout, qui sait assurer tout et qui est donc qui est à l'aise et qui n'est pas en situation de stress professionnel quand il prend en charge un type d'opération, etc. Et donc du coup, là, à 30%, là c'est le seuil critique, on dit en moins de 30%, s'il y a encore des gens qui partent, là on n'assurera plus la qualité des soins. Les gens psychologiquement et physiquement n'en peuvent plus. Dès qu'il y a des grosses chirurgies, c'est toujours les mêmes qu'on envoie. Et s'il n'y a plus de soignants compétents, ça va être très compliqué de soigner correctement les enfants. Depuis notre tournage, cet infirmier a quitté le service. Nous avons rencontré une autre infirmière de l'hôpital des enfants. Elle témoigne elle aussi anonymement. Avec cette pression économique et ses méthodes de management, elle accuse l'hôpital de prendre beaucoup de risques avec ses petits patients. En fait, comme on n'est pas suffisamment pour travailler, les soins qu'on fait ne sont pas faits aux bonnes heures. On explique aux médecins que les prises en charge qu'on nous demande, elles ne sont pas réalisables. Et les médecins changent les prises en charge pour que ça devienne réalisable dans notre service. Donc c'est des surveillances qui changent. Un patient qui doit être normalement surveillé toutes les heures, la prescription va se transformer en une surveillance toutes les 3 heures ou toutes les 6 heures. Il y a un impact sur la santé de ces enfants. Aujourd'hui, je rentre chez moi en me demandant si j'ai bien fait tout ce qu'il fallait et si un enfant ne va pas mourir sur ma journée de travail. Ce qui vous fait peur aujourd'hui, c'est qu'il y a un enfant. L'erreur. Ouais, l'erreur. Elle est épuisée professionnellement. Elle appelle au secours. Et ça ne peut pas continuer en fait, c'est pas possible. Il faut qu'on nous entende et qu'on nous aide maintenant. Parce que c'est pas normal. Ces craintes sont-elles fondées? Nous avons mis la main sur des documents de l'hôpital de Toulouse qui montrent que le risque est bien là. Ce sont des fiches d'incidents, des fiches confidentielles. Dans ces documents internes, le personnel alerte la direction sur les incidents rencontrés sur le terrain. Certains épisodes interpellent directement sur la gestion du personnel de l'hôpital. Dans cette fiche rédigée à l'hôpital des enfants le 28 juin 2016, on lit qu'il y a seulement 2 infirmières en poste pour assurer les soins pour 10 enfants, de 7h15 à 11h30, alors que la charge de travail est très importante. Plus loin, il y est écrit « La prise en charge des enfants ne se fait pas dans la sécurité ».
La direction ne nie pas le problème et le met sur le compte d'un absentéisme qui n'a pu être compensé sur le champ. Dans un service voisin, en maternité, on découvre sur une autre fiche qu'une femme n'a pas été prise en charge à temps des suites de son accouchement. Dans un contexte d'hyperactivité, les équipes étant occupées plus par rapport à l'activité, la pose de rachianesthésie n'a pu se faire qu'à 2h45. Cette patiente a eu une hémorragie de 1900 cm3. En d'autres termes, la jeune femme a dû attendre plus de 2 heures avant une intervention sous péridurale et a perdu entre-temps presque 2 litres de sang. C'est la moitié de ce que contient le corps d'une femme. À Toulouse, nous avons rencontré une famille qui dit avoir subi les conséquences de la pression économique qui pèse sur le CHU. Cela fait 8 mois que Stéphane se bat à l'hôpital des enfants pour que sa fille guérisse. Pour moi, cet hôpital, c'est un bouleversement dans ma vie. C'est des joies avec la réparation du cœur de Léonie, enfin, la guérison même du cœur de Léonie, mais aussi beaucoup de peine avec l'erreur, notamment de diagnostic. C'est un milieu angoissant qui me terrifie, et où il y a de bonnes choses, mais malheureusement aussi des mauvaises. Nous décidons d'aller voir la petite fille dans sa chambre d'hôpital. Léonie a 8 mois, elle souffre d'une grave malformation au niveau du système digestif. Depuis sa naissance, elle n'a pas connu d'autres univers que l'hôpital, passant de service en service, et toujours avec ses tuyaux qui la nourrissent. Léonie ne pèse que 4 kilos, le poids d'un nouveau-né. Elle doit se battre chaque jour pour vivre et grandir. Voilà, elle est un peu fatiguée, un peu contrariée parce qu'on lui a refait son pansement. Mais sinon, ça va aller. Selon les parents de Léonie, leur fille est hospitalisée à cause d'une erreur de diagnostic, en partie liée à un problème d'organisation du service. Dans le ventre de sa mère, on suspecte une malformation du duodénum, le haut de l'estomac. À sa naissance, une radio est indispensable. Elle est réalisée un week-end. Si elle montre un problème, il faudra vite opérer. Léonie, elle a eu, pour nous, la malchance de naître un samedi 22 octobre. Et ce samedi, donc, c'est un radiologue de garde qui lit l'examen, qui n'est pas spécialisé en pédiatrie. Donc quand il lit l'examen, n'a pas forcément toutes les compétences requises pour voir peut-être quelque chose qui était très fin, mais qui était là puisqu'il existait avant même la naissance finalement. Et donc cette personne lit l'examen et dit non, il n'y a rien, c'est négatif. Voilà ce qu'on nous dit. Nous, quand on apprend ça, on a un doute. Là, on a remis une couche en disant vous êtes sûr que l'examen au niveau digestif, il est négatif, qu'il n'y a aucun problème, vous êtes sûr parce qu'elle vomit, c'est pas normal. Les médecins nous disaient on est catégorique. Cet examen est négatif, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et en fait, il faut attendre 3 mois, mais c'est un combat de tous les jours. On a dû insister, on a vécu ça, on a vu notre petite vomir, avoir mal, pour finalement réussir à obtenir un OTGD, mais sans conviction. Vraiment, peut-être parce qu'on insistait, que j'avais posé les données à plat sur une feuille, vous voyez, à force de... Et ce deuxième examen montre que finalement, il y a un problème. Une erreur de diagnostic qui a eu des conséquences graves sur sa fille. J'ai besoin de réponses. J'ai besoin de connaître la portée de cette erreur. Parce que moi, ma portée à moi, oui, c'est subjectif, c'est une grosse erreur. C'est une erreur de notre vie, en fait. Parce que je ne sais pas, Léonie, on ne sait pas encore. Peut-être qu'elle va garder sa nutrition artificielle à vie, on ne sait pas. Ah, mais c'est possible, on n'a aucune réponse. Dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans, dans 30 ans, on ne sait pas. Des
les erreurs qui se cumulent, malheureusement, on en a eu beaucoup. Je pourrais peut-être même pas toutes les citer tellement je me rappelle pas de tout comme ça. Mais bon, déjà, on va dire les erreurs les plus notables, c'est des surdoses de médicaments. Hein. Elle a eu 3 fois une surdose. Une première fois, 10 fois la dose de morphine. Ça, c'est moi qui m'en aperçois. On en parle au médecin, etc. Et le lendemain matin, on est convoqué avec l'infirmier, cadre de santé, le médecin-chef, qui s'excuse, qui dit mais que l'erreur est humaine et que c'est pas grave. Et ça, c'est dur à entendre à chaque fois. Voilà, l'erreur est humaine. En passant toutes ses journées à l'hôpital pendant 8 mois, Stéphane dit être le témoin de nombreux dysfonctionnements. On voit des personnes qui peuvent être extraordinaires, qui nous ont marqués, mais vraiment, qui nous ont marqués lors de nos séjours différents, dans différents hôpitaux. Même à Toulouse aussi, on a quand même eu des personnes extraordinaires. Ce qu'on voit, c'est des fois des gens qui font bien leur travail et qui n'ont pas les moyens nécessaires pour effectuer bien leur travail. Et qui du coup sont pressés dans leur travail. On les voit courir partout. Il y a des entrées de patients à gérer. Et pendant ce temps, il y a des patients graves où il faut soigner aussi. Mais il n'y a plus assez de personnel. Et puis, il y a une infirmière qui est en arrêt maladie. Et on n'a pas pu la remplacer, mais c'est au dernier moment. Donc on appelle une autre infirmière qui ne connaît pas forcément le dossier. Et en fait, du coup, on se retrouve avec des soins qui ne sont pas faits au cas par cas. On n'est plus dans le détail. On est dans quelque chose de plus bourrin, en fait, finalement. Et nous, en tant que parents, on voit notre bébé qui est très fragile, qui a besoin qu'on prenne le temps. Et bien, on ne prend plus le temps. Donc on est confronté à ça. Depuis notre tournage, Léonie est toujours hospitalisée. Le résultat de cette politique se lit dans les comptes de l'hôpital. La direction a réussi à réduire de manière spectaculaire son déficit, passant de 29 à 19 millions d'euros en 1 an. Une réduction qui alerte Julien Terrier. Le seul objectif des directions maintenant, c'est de réduire les déficits. Et on ne regarde plus la qualité des soins, on ne regarde plus la souffrance au travail, on ne regarde plus tout ça. On regarde le fait que, ou si oui ou non, ce directeur, cette équipe de direction a réussi à réduire le déficit des hôpitaux. Face à ce que nous découvrons à Toulouse, nous insistons auprès de la direction de l'hôpital pour avoir une interview. Elle est à nouveau refusée. Dans cet Algeco, le jour de notre tournage, nous apprenons que le directeur est en réunion. Nous l'interpellons à la fin de son rendez-vous. Pourquoi vous ne voulez pas me répondre? Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Non, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire n'est pas correct. Voilà. Mais monsieur Lemoine... Et j'espère que c'est ce que vous garderez. Mais monsieur Lemoine, j'ai demandé une autorisation. Quand est-ce que vous souhaitez qu'on se rencontre? Est-ce que ça vous dérange de parler des restructurations à l'hôpital? Rien du tout. D'accord. C'est toujours, tout ça c'est incorrect. Et donc j'ai bien... Attendez, ça, je vous ai demandé l'autorisation de tournage. Non, ça non, ça non, ça c'est incorrect. Cinq jours après cette rencontre imprévue, nous avons à nouveau demandé une interview. Et cette fois-ci, elle a été accordée. Il aura donc fallu interpeller le directeur sur un parking de l'hôpital pour décrocher un entretien. Nous le rencontrons dans son bureau, sous le contrôle de son directeur de communication. Est-ce qu'il y a un malaise à l'hôpital? Dans votre hôpital? Alors, ça, c'est 2 questions différentes. Est-ce qu'il y a un malaise dans votre hôpital? Alors, la question n'est pas... Donc, je suis obligé de rappeler ici qu'il se passe un processus important de mutation des métiers, des pratiques professionnelles et des organisations. Et donc, il y a un changement de repère, une perte de balises qui conduisent un certain nombre de personnels à s'interroger sur « mais où va-t-on » Il y a ce sentiment-là au CHU de Toulouse qu'il faut que j'accompagne, qui est que c'est un très grand nombre de ces agents ont été sursollicités sur ces dernières années. On a rencontré pas mal de personnes de terrain qui nous ont parlé justement de méthodes de management qui sont proches du lean management. Est-ce que vous pensez que ça a sa place en milieu hospitalier? Alors, je considère que on peut caricaturer le fonctionnement. L'hôpital n'est pas une entreprise, ne sera jamais une entreprise. L'hôpital, c'est à la fois s'interroger sur comment on répond dans des conditions compliquées, chaque fois différentes, à une demande qui est la prise en charge d'un patient qui est unique et individuel. Autrement dit, la capacité à industrialiser des prises en charge est complètement hors de propos. Nous l'interrogeons ensuite sur l'emploi et les effectifs dans son hôpital.
Vous trouvez qu'il y a assez d'infirmiers, d'infirmières, de médecins dans votre CHU? Je considère que la question doit être posée parce qu'au CHU de Toulouse, il va se passer quelque chose de particulier. C'est un centre hospitalier universitaire qui évolue dans une ville dont la démographie croît, dont les besoins de santé croissent, et il y aura des créations d'emplois parce que c'est une ville particulière compte tenu de la croissance des besoins de santé auxquels elle doit faire face. Et pour répondre très clairement, si je veux dire en termes de création nette, moi j'escompte qu'on va créer entre 30 et 40 emplois. En attendant, selon le dernier bilan social, l'hôpital a supprimé en 2016 l'équivalent de 56 emplois. Comme pour les entreprises ordinaires, cet équilibre budgétaire serait désormais la question centrale. L'hôpital est sur le fil du rasoir. C'est ce que vit l'hôpital de Creil, en Picardie, un établissement qui soigne près de 140 000 malades par an et qui est aujourd'hui au bord de la faillite. Dans cette ville, l'une des plus pauvres de France, il n'y a qu'un médecin pour 5000 habitants. C'est 5 fois moins que la moyenne nationale. Lorsqu'ils sont malades, les habitants ont pris l'habitude de se rendre aux urgences. Ici, on reçoit 120 patients par jour. C'est 2 fois plus que la capacité d'accueil du service. Les urgences, ce ne sont pas que des cris de douleur et des sirènes du SAMU. Ce sont aussi des douleurs silencieuses. Cet hôpital est sous pression économique. Depuis 5 ans, le chef de service, Loïc Penn, voit la situation s'aggraver. Ce mardi, il est inquiet. Déjà 10 patients attendent dans les couloirs, certains depuis plus de 12 heures. Ce sont des situations devenues familières et qui n'étonnent même plus les patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces gens sont là et pourquoi ils ne sont pas dans des chambres? Bah, en fait... Il n'y a pas de chambre. Ah bah voilà, la dame elle le dit, il n'y a pas de chambre. Moi mes gens sont informés. Hier j'étais là, on l'a expulsé, on l'a mise là. Voilà. Parce qu'en fait... Pour mettre une autre personne à la place. Et ben voilà. En fait la dame répond elle-même. On a un nombre de box d'examen qui est limité. Pour la médecine il y en a 4, ce qui n'est pas adapté aujourd'hui à notre nombre de passages. Quand on a fini de voir les patients, on devrait les hospitaliser, mais il n'y a pas forcément de place dans l'hôpital. Donc voilà, du coup, c'est un grand jeu de Tetris en fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau patient qui arrive, on enlève celui-là et on en met un autre, on en met un autre, on en met un autre. C'est pas très efficace, quoi. Voilà. Loïc sait qu'il faut évacuer au plus vite les patients, mais il est confronté à un gros problème de place dans les services d'hospitalisation. C'est tout l'hôpital qui est engorgé. Un monsieur âgé, victime d'un AVC, attend ici depuis plusieurs jours. C'est un médecin de garde qui l'a pris en charge à son arrivée. Bonjour. Loïc le voit pour la première fois. Ça va? Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est certainement l'intention, des malaises et puis... Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ressenti? Ouais. Surtout mal derrière la tête. D'accord. Et puis, il y a quand même eu un moment donné où il y a un côté qui marchait pas, si j'ai bien compris. Oui, c'est le côté gauche. Ça va peut-être aller mieux quand même. Ça va peut-être aller mieux, oui, sans doute. Mais je vous dis, il y a besoin d'explorer quand même. On va devoir faire quelques examens. J'ai quand même 81 ans. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Toutes les chambres sont pleines et en fait la difficulté c'est qu'on est un service de court séjour, une unité d'hospitalisation de courte durée. Il reste combien de jours qui est là? Là, 1, 2, 3, 4 jours. Il est évident qu'il serait mieux dans un service spécialisé, qu'il faut qu'on ait une place aujourd'hui, mais on a dans cette situation 3 patients qui sont là depuis longtemps, sur ce même service, qui ont besoin de place, et pour l'instant, il n'y en a pas. Donc là, on essaye à chaque fois de ne pas... qu'ils ne perdent pas de chance, c'est-à-dire qu'ils voient quand même le spécialiste concerné, qu'il ait les examens, voilà. Mais c'est vrai qu'on est dans l'adaptation permanente pour que les patients soient le mieux pris en charge possible, alors qu'on pourrait, voilà, normalement on devrait faire autrement, mais on n'a pas les moyens de faire autrement.
Le confort, c'est pas un détail en médecine. C'est-à-dire que les gens, c'est important aussi qu'ils dorment, qu'ils mangent. Et ça fait partie du traitement. Et considérer que on peut faire n'importe quoi, n'importe comment, et tant qu'on fait de la technique, ça va, c'est faux. On est plutôt bon en technique, on est mauvais dans tout ce qui accompagne aujourd'hui. Et on a été bon en France. On est devenu mauvais parce que on a des réformes du système de santé, des politiques de santé depuis 30 ans qui sont catastrophiques. À Creil, il n'y a pas que les urgences qui sont au bord de l'asphyxie, faute de moyens. Nous avons passé la nuit avec le docteur Estelle Renaud dans le service de réanimation. C'est le plus grand de la région et le seul à 50 km à la ronde. 14 patients séjournent ici, entre la vie et la mort. Ils sont là pour des cancers en phase terminale, des AVC, des malaises cardiaques. Pour RS. Elle est toujours en VSZ. Je sais pas si tu as récupéré le bilan de 19 qui a été piqué. Le Yono était toujours pas sorti. D'accord. Elle répond. Je lui ai parlé, elle m'a fait des hochements de tête et tout ça. Donc elle est en phase de réveil. Une vraie réponse. On laisse récupérer et puis demain matin... D'accord. Bon, c'est une bonne nouvelle si elle se réveille. Ok. Estelle, je vous ai entendu dire que c'est une bonne nouvelle si elle se réveille, la dame. Ouais. C'est toujours ce qu'on attend dans un service de réa, que les gens se réveillent. Oui, parce qu'en fait, souvent, on guérit le rein, le poumon, enfin les organes, mais on a souvent des patients qui ne se réveillent pas derrière. Et là, c'est une bonne nouvelle. Pour maintenir les patients en vie, il faut un matériel très sophistiqué. Le docteur Renaud s'inquiète pour les respirateurs de son service. Ils sont très vieillissants et très coûteux à renouveler. Un respirateur, c'est très cher. On a 15 lits de réanimation, c'est 15 respirateurs. Et nous, ils arrivent déjà à 6-7 ans d'âge. Donc là, j'alerte. Ça fait 2 ans que j'alerte. Je dis attention, s'il y en a un qui lâche, et puis on n'en a pas un en plus. Mais c'est un coût tel que les établissements ont du mal à anticiper, à pouvoir fournir... Est-ce que ça coûte combien un respirateur? C'est 40 000 euros. Ouais, je vous disais, c'est une belle voiture. Donc, fois 15. Si on a un respirateur qui tombe en rade, la chambre, elle est fermée. 15 respirateurs, cela coûterait 600 000 euros pour un hôpital déjà en déficit. Alors, pour d'autres matériels de pointe, le comptable de l'hôpital a trouvé une solution. Donc ça, c'est une machine de dialyse. On en avait 2 dans le service. Quand la capacité du service a augmenté à 15 lits, on est toujours resté avec deux machines. On s'est retrouvés, on n'avait pas assez de machines parce qu'on passait d'un malade à l'autre à vitesse grand V et on prenait celui qui était le plus urgent, on laissait le patient le moins urgent à attendre qu'il ait... voilà. Donc là, on a réussi à en avoir une 3e et en fait, c'est une machine d'occasion qu'on a récupérée, que l'hôpital... Alors, elle fonctionne bien, mais c'est déjà une machine d'occasion. À Creil, nous nous sommes aussi intéressés aux effectifs de ce service. La loi encadre très précisément la réanimation. C'est ce que l'on appelle un service normé. C'est-à-dire qu'un décret définit le nombre minimum de personnel nécessaire à son bon fonctionnement. Au minimum, le décret prévoit 2 infirmiers pour 5 patients et 1 aide-soignant pour 4 patients. Pour 14 malades, ce soir, il devrait donc y avoir 6 infirmiers. Nous demandons au docteur Renaud de nous montrer le planning de la journée. Alors, le planning infirmier. Il est où votre planning? Ah, c'est ça, le Graal. Donc, alors, en bleu, ce sont les gens qui étaient là en journée. Et en rose, la nuit. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça, 5 infirmiers la nuit et 1, 2, 3, 4, 5, 6 infirmiers en journée. Cette nuit-là, il y a 5 infirmiers pour 14 malades, alors que d'après la loi, il en faudrait 6. Le soir de notre tournage, ce mercredi 3 mai, le personnel de nuit est insuffisant. L'hôpital est hors des normes réglementaires ce soir-là. Ce n'est pas une exception. Voici le planning du mois de mai.
nous constatons que toutes les nuits, il y a, marqué en rose, 5 infirmiers de service. Alors que la journée, en bleu, il y en a 6. Il en manque donc systématiquement un la nuit. Cette situation dure depuis plus de 2 ans. C'est ce qu'indique ce rapport interne à l'hôpital que nous nous sommes procurés. En juin 2015, il souligne les difficultés pour l'équipe de nuit qui est légèrement réduite par rapport aux éléments réglementaires et évoque le stress engendré par ces difficultés. Un peu gêné, le docteur Renaud admet que son service n'est pas réglementaire. Alors on est un tout petit peu en dessous des normes. Voilà. Voilà. Mais on est beaucoup mieux que ce qu'on était. Là, on s'est battu ces dernières années parce qu'on s'était encore largement sous-dimensionné il y a encore très peu de temps, en particulier la nuit. Alors qu'un patient d'animation, que ce soit le jour, la nuit, et voire même pire la nuit, il a besoin de la même présence. Les risques ne sont pas moindres la nuit. Comment ça se fait, à votre avis, qu'il y ait un infirmier en moins la nuit alors et qu'il ne soit pas au nord parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Le docteur Renaud devrait fermer une chambre la nuit. Mais entre les normes réglementaires et la nécessité de soigner des patients en danger, son choix est sans équivoque. C'est l'éternelle question, est-ce qu'on ferme des lits, mais on a un devoir d'accueillir les patients qui sont en détresse? Est-ce qu'on les accueille avec pas la bonne quantité de personnel? Ou est-ce qu'on dit on ferme et on n'accueille personne? C'est une question qui n'est pas facile. Soit je trouve une solution pour le patient, et dans un autre endroit, et auquel cas je privilégie cette solution. Si je n'ai pas de solution, je prends en charge le patient. On est là pour ça. Un infirmier de plus ou de moins dans le service, cela n'a rien d'anodin. C'est en tout cas ce qu'affirme une étude scientifique publiée par la prestigieuse revue médicale The Lancet. Elle a été menée dans 9 pays européens, sur plus de 400 000 patients, dans 300 hôpitaux différents. Selon cette étude, une surcharge de travail des infirmiers augmente le risque de mortalité des patients. Le directeur de l'hôpital, Didier Saada, a accepté de répondre à nos questions, lui aussi en présence de sa directrice de communication. Nous lui montrons ce que nous avons tourné au service réanimation. On est un tout petit peu en dessous des normes. Comment ça se fait, à votre avis, qu'il y ait un infirmier en moins la nuit alors qu'il ne soit pas au nord? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel. Il y a un texte quand même qui prévoit un nombre d'infirmières pour un nombre de patients. Tout dépend du nombre de patients présents. Ça dépend du nombre de patients présents. Donc il y a des normes pour un nombre de lits, mais les lits ne sont pas occupés à 100% tous les jours, déjà. Ensuite, il peut y avoir là un problème conjoncturel d'une infirmière qui est partie, qui va être remplacée. Le projet, ça fait des mois et des mois que manifestement il y avait une infirmière, et même avant que vous arriviez. Moi, les consignes que j'ai données, c'est la mise aux normes. Après, j'ai pas de baguette magique non plus. Nous l'interrogeons ensuite sur les respirateurs obsolètes du service de réanimation. Est-ce que vous avez les moyens de payer des nouveaux respirateurs en réanimation? Il faudra qu'on les ait. C'est la condition sine qua non pour avoir des lits de réanimation. Il faut qu'on assume les autorisations qu'on demande nous-mêmes. Donc c'est des conditions, c'est indispensable. Le directeur, nous allons le comprendre, n'a tout simplement pas d'argent dans ses caisses. Son hôpital est très endetté, 128 millions d'euros de dettes. Faute de rentrée d'argent suffisante, il en est réduit à devoir emprunter aux banques. À la Caisse d'épargne, à la Société Générale, au Crédit Mutuel et à la SFIL. Comme n'importe quelle entreprise, il emprunte à un taux de 2,8% et doit rembourser 4 millions d'euros, rien que pour les intérêts, alors que l'hôpital est déjà très endetté. Le problème, c'est qu'on ne trouve plus de banques pour nous prêter parce que notre situation financière est dégradée. Tout est au rouge vif. Et nous disent, mais oui, mais il y a un risque qui est trop fort. C'est pour ça qu'il est très urgent de sortir de ce cercle vicieux.
Là, c'est la réanimation, mais en dialyse, c'est la même chose. Il faut des appareils de dialyse. Enfin, vous prenez n'importe quel secteur. La coronarographie, c'est la même chose. Donc, il faut bien pouvoir dégager les marges financières pour pouvoir investir. Si on va dans le mur, il n'y a plus d'hôpital. Il n'y a plus d'hôpital de Creil et de Senlis. Et là, pour le coup, c'est un plan social majeur. Et il n'y a plus de souffrance au travail parce qu'il n'y a plus de travail, hein, c'est clair. S'il n'arrive pas à redresser ses comptes, l'hôpital de Creil risque d'être mis sous tutelle de l'État. Car c'est le ministère de la Santé qui impose aux hôpitaux ces nouvelles méthodes de gestion. Nous avons rencontré l'ancien directeur d'un grand hôpital de la région parisienne. Il nous explique que les marges de manœuvre sont très étroites par rapport à l'État représenté par ces agences régionales. J'ai eu une agence qui, en tous les cas un certain nombre d'acteurs au niveau de l'agence régionale de santé, qui m'ont dit « nous on veut que vous diminuiez les moyens en personnel ». J'ai planché sur une proposition qui était équilibrée avec un maintien des moyens en personnel sans les développer, sans les diminuer. Cette première proposition a été refusée. Deuxième proposition m'a été demandée avec un effort conséquent sur le personnel de 2 millions d'euros de moins. C'était complètement irréaliste. J'ai proposé 500 000 euros et je l'ai fait également voter par le conseil de surveillance. Cette deuxième mouture a été refusée et à partir de ce moment-là, en droit, l'agence régionale peut se substituer à un établissement. Et au lieu de le faire, elle m'a donné l'injonction de mettre moins 2 millions d'euros sur le budget, sans pour autant en prendre la responsabilité formellement, comme l'y obligent d'ailleurs les textes. Il a préféré quitter son poste plutôt que de mettre en place un plan social. Alors, moi, j'ai pas véritablement démissionné, j'ai fait valoir, comme on dit, mes droits à la retraite, de manière un peu anticipée. Il faut quand même rappeler que le directeur d'hôpital est évalué chaque année par le directeur d'agence régionale de santé ou l'un de ses adjoints, et que dépend donc de cette évaluation son éventuelle évolution de carrière. Donc il y a évidemment, ce n'est pas complètement sans conséquence si on le fait de manière maladroite. Voilà. On comprend bien la pression qui pèse sur les gestionnaires d'hôpitaux pour appliquer les directives du ministère de la Santé. Les soignants sont plus mobilisés que jamais et descendront à nouveau dans la rue.